Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans des extraits d'un roman policier francophone. L'idée, c'est pas de raconter toute l'histoire, on va rester discret là-dessus. On va plutôt essayer de voir ce qui rend ce texte spécial. Les personnages, le style, l'humour qui est vraiment partout. On parlera un peu de l'histoire juste pour le contexte. Oui, c'est une bonne approche parce que le texte lui-même, il joue beaucoup avec les codes du polar, j'ai l'impression. On a une enquête, oui, mais c'est raconté à la première personne par un type qui n'arrête pas de commenter, de partir dans tous les sens, avec pas mal d'autodérision et un humour parfois assez noir même. Donc, on va chercher à comprendre comment fonctionne cet humour, ces personnages, euh, ensemble ou séparément, et puis le style de l'auteur. On cherche les pépites, quoi. Alors, commençons par le commencement. Le narrateur. Comment il se présente, lui? D'entrée, il se dit écrivain confidentiel. C'est une façon un peu chic d'éviter raté, non? Ça pose le bonhomme, il serait devenu détective un peu par accident, après la mort de ses parents, plus par nécessité que par passion au début, on dirait. Il avoue être paresseux, même lâche. Il adore le heavy metal des années 70. Led Zeppelin, il dit que c'est des charlatans talentueux, ce qui est assez parlant. Et le ciné asiatique aussi, de Hong Kong surtout. Jackie Chan, John Woo. Mais l'écriture, ça reste son truc, même s'il a plus de lecteurs, plus d'éditeurs. Oui, et ce qui est frappant, c'est le décalage. Il le souligne lui-même d'ailleurs. D'un côté, sa carrière d'écrivain, c'est le désert, que des refus des éditeurs, plus ou moins sympas. Et de l'autre, ses débuts comme détective, c'est presque spectaculaire. Une première affaire internationale sur une île privée, il appelle ça un mort dans la tempête. On sent une espèce de fierté un peu blessée là-dedans. Comme si le succès imprévu dans ce domaine compensait l'échec de sa vraie passion. Est-ce que c'était vraiment juste le besoin d'argent ou il y avait déjà quelque chose qui l'attirait là-dedans? Bonne question. En tout cas, il insiste lourdement sur le fait qu'il n'est pas un héros de série de télé. Il se compare à Richard Cassel, mais c'est pour mieux dire qu'il est tout le contraire. Pas de charme particulier, pas de succès avec les femmes, et il parle même d'une libido en veilleuse, pas de belle voiture, pas d'alcool chic. Il revendique presque son côté anti-glamour, casanier, il déteste le bling-bling. Il prévient même le pas de scènes érotiques à attendre. Pourquoi il insiste tant là-dessus, à votre avis? Se définir parce qu'il n'est pas. C'est sa façon de construire son personnage et sa narration. En rejetant tous ces clichés, il cherche une sorte d'authenticité, mais paradoxale. Ok, je suis pas un héros parfait, j'ai plein de défauts, mais au moins je suis vrai, en gros. Et cette auto-dépréciation constante, écrivain raté, homme pas facile, lâche, ça lui sert de bouclier, mais aussi d'outil pour l'humour. C'est ça qui rend sa voix si directe. Quand il nous parle, quand il parle au lecteur avec ce «toi», tu lis, il casse le quatrième mur, mais pas pour séduire, plutôt pour créer une complicité un peu cynique. Oui. Et pourtant, sous tout ça, il y a quand même des pointes d'ambition assez folles, non? Quand il s'imagine devenir le meilleur limier de Perpignan, ou même du monde. Ce mélange entre se voir comme un moins que rien et rêver de gloire, c'est spécial. Exactement. C'est cette tension qui le rend complexe et humain, finalement, malgré le côté un peu caricatural. Il n'est pas tout d'une pièce. L'humour vient souvent de cet écart, l'image qu'il donne, le raté sympa et ses rêves secrets de reconnaissance. Il est très conscient de ses contradictions et c'est ça le moteur de l'humour, mais aussi de l'attachement qu'on peut avoir pour lui. On rit pas juste de lui, on rit avec lui de l'absurdité de tout ça. C'est là que l'autodérision, c'est plus qu'un simple gag. Et il n'est pas tout seul. Il y a Jeff, son acolyte. Jeff, c'est son opposé, physiquement et dans son comportement. Oui, c'est le grand costaud, très athlétique, courageux, ancien boxeur pro, ancien pickpocket aussi, avec une tête qui a visiblement vécu, décrite comme façon puzzle par Picasso. Là où Shufa est dans sa tête, anxieux, Jeff, lui, il est dans le physique et d'un calme incroyable, presque placide. C'est un contraste classique, mais bien utilisé, je trouve. Et ça va plus loin. Shufa est super bordélique, Jeff est obsédé par le ménage. Shufa aime bien manger, Jeff cuisine super bien, même s'il tourne surtout au pastis. Et attention, pas n'importe lequel. Il déteste le Ricard. Ce petit détail, ça en dit long, non? Ah oui, c'est intéressant ça. C'est pas juste le perso alcoolo. C'est un spécialiste obsessionnel d'une seule boisson, avec des avis très tranchés. Ça ajoute une touche d'excentricité qui sort du cliché du gros bras. Leur dynamique de colloque, tout bien, tout honneur, il précise, elle repose là-dessus. L'un réfléchit, l'autre agit. Jeff ouvre les portes, au propre comme au figuré, et il parle très peu. C'est A et c'est OK, c'est presque culte dans les extraits.
C'est vrai, il est taiseux, mais quand il parle, ça peut être assez piquant. Comme quand il appelle Shehufa mon gros choufa. Malgré tout ce qui les sépare, Shehufa dit mon meilleur pote. C'est d'ailleurs le seul. Il y a une sorte d'affection un peu rude, et ils dépendent l'un de l'autre clairement. Tout à fait. Jeff, c'est pas juste un assistant. Son passé un peu flou, il connaîtrait pas ses parents, son côté très pragmatique, parfois brutal, ça lui donne de l'épaisseur. Le duo marche parce que chacun apporte un truc essentiel à l'autre, au-delà du ressort comique de l'opposition. Jeff, c'est la force tranquille, l'action. Shehufa, c'est les problèmes et les plans tordus souvent. Mais c'est leur interaction qui fait avancer l'histoire et qui crée beaucoup d'humour. Autour d'eux, il y a toute une galerie de personnages secondaires, rapidement dessinés, mais souvent marquants. On a Pepita Sanchez, la cliente du début. Shehufa la compare à Gene Simmons de Kiss, faut le faire, hein. Son mari, Sylvain, l'infirmier qu'elle soupçonne. Et puis tout le petit monde de l'hospice. Ah oui, l'hospice La Belle Hélène, c'est un décor à part entière. Il y a Sotul, ce résident âgé, un peu perdu. C'est un personnage clé, à la fois touchant et source de quiproquos assez drôle, enfin, si on veut. Il y a aussi Annie Wist, l'infirmière que le narrateur trouve sexy mais bête. Les descriptions sont rapides, très subjectives, parfois cruelles, oui, mais ça campe bien le décor et les personnages. Très visuel. On croise aussi un certain Philibert Botin Gonsalves, l'archiviste du lycée, un type obsessionnel avec ses fiches cartonnées. Un peu hors du temps. Et puis ceux qui s'annoncent comme les méchants, Yvon Pidou, alias Pompidou, et un certain Senen Solorzano, un commanditaire espagnol mentionné plus tard. Comment ils sont traités, ces personnages secondaires? Souvent, ils sont définis par un trait, une manie, une description physique choc ou un jugement rapide du narrateur. C'est efficace pour créer l'univers sans alourdir. Monsieur Sotul, par exemple, il l'appelle la momie, l'enclume. C'est irrévérencieux, mais ça dit quelque chose de sa fragilité. Mais ils sont pas juste là pour faire joli. Monsieur Sotul, avec son délire, il donne à Shehufa une couverture parfaite pour entrer dans l'hospice. Annie Witz, même si Shehufa la juge sévèrement, elle a un rôle dans l'enquête. Et même Botin, le fêlé avec ses archives, il devient une source d'infos cruciale. Ils servent l'intrigue, l'humour, et ils reflètent aussi la vision du monde assez cynique de Shehufa. Parlons-en de cette vision du monde, à travers le style. Cette plume si reconnaissable. On a déjà parlé de l'adresse directe au lecteur, ce tutoiement constant. Ça crée une proximité immédiate, on se sent presque complice. C'est une des choses les plus fortes, oui. Cette façon de briser le quatrième mur tout le temps. Et l'humour omniprésent, ça définit vraiment le ton. L'humour, il est partout. Jeu de mots, alcoolique, milieu salace, le jeu de mots sur Annie Witz et les comparaisons bizarres comme Pepita et Gene Simmons. Et puis, bien sûr, toutes les références culturelles. Ah oui, les références, il y en a partout. Cinéma, Le Bon, La Brute et le Truand, Jackie Chan, John Woo, Sammo Hung, musique Led Zepp, mais aussi plein de heavy metal plus spécialisé, Metallica, Saxon, Iron Maiden, Judas Priest. Littérature policière aussi, Maigret, Nestor Burma, ADG. Des fois, on se demande si c'est pas un peu trop. Est-ce que ça risque pas de perdre des gens? C'est un choix de style, c'est clair. Ces références très précises, elles ancrent le récit dans l'univers du narrateur. Ça sert à le définir lui, ses goûts, ça dit qui il est, son âge, peut-être une sorte de nostalgie ou un refuge dans ses cultures un peu à part. Pour ceux qui connaissent, ça fait des clins d'œil, ça renforce la complicité. Pour les autres, soit ça crée une distance, soit ça participe juste au côté excentrique du personnage. Prenez Led Zeppelin, charlatan talentueux. C'est pas juste un nom balancé comme ça. C'est un jugement nuancé qui montre l'esprit critique, un peu rebelle de Shehufa, même envers ses idoles. Le ton général est très oral, très parlé, non? On a l'impression d'écouter quelqu'un raconter son histoire, avec ses tics, ses digressions, son cynisme, mais aussi des moments plus sombres, plus vulnérables, comme quand il décrit l'hospice. Il y a même des notes pour des commentaires hors sujet, sur les Bogdanov ou James Caan. Absolument. Ce style très conversationnel, qui mélange les niveaux de langue, du très familier, de l'argot, et puis des tournures plus rares ou vieillottes, c'est ça qui crée cette voix unique. Et l'humour, dans ce cadre, c'est pas juste de la déco, c'est structurel. Ça permet de désamorcer des situations qui pourraient être très glauques, très angoissantes. Pensez aux descriptions de l'hospice.
Il utilise l'humour noir pour parler de la décrépitude, de la solitude, de la mort qui traîne. C'est une façon de rendre ça supportable, tout en ayant un regard critique peut-être sur comment on traite nos vieux. On sent une petite critique sociale qui pointe parfois, non? Sur les politiciens corrompus, la superficialité, ou même quand il s'amuse à démonter les clichés du polar alors qu'il est en plein dedans. Oui, cette dimension critique est là, souvent discrète, portée par le cynisme de Chioufa. L'humour permet cette distance. Il donne pas de leçons, mais il pique un peu là où ça fait mal, l'air de rien. L'originalité du roman, elle tient beaucoup à ce mélange. Une voix très forte, un humour constant qui joue sur plein de registres, et cette capacité à aborder des sujets graves sans être plombant. C'est ce qui le différencie par exemple d'un San Antonio, qui utilisait aussi beaucoup le langage et la rupture du quatrième mur, mais c'était peut-être autre chose. Pour planter le décor sans rien révéler d'important. Au début des extraits, Sioufa est dans une mauvaise passe. Après sa grande affaire, il accepte des boulots pas très reluisants comme filer l'employé d'un sex shop. C'est ça. Le contraste entre le succès passé et le présent plus difficile est bien marqué. Puis arrive Pepita Sanchez. Elle lui demande un truc classique de détective, prouver que son mari, Sylvain, infirmier à l'hospice La Belle Hélène, la trompe. Le point de départ typique. Et c'est là que ça dérape un peu. Pour sa filature, Sioufa doit entrer dans l'hospice. Il tombe sur Monsieur Sotul, ce résident qui le prend pour son fils, qui a disparu depuis des semaines. Du coup, Sioufa se retrouve coincé à jouer ce rôle pour pas se faire griller. Mais cette infiltration sous faux identités, c'est classique. Mais là, ça prend une tournure tragicomique à cause du lieu, l'hospice, et de la confusion de Monsieur Sotul. Les descriptions de cet endroit sont vraiment fortes dans les extraits. Un mélange d'humour très noir sur la vieillesse, la déchéance, viol, momie, la vieille dame et son dentier, et en même temps une tristesse sous-jacente assez forte. On rit, mais c'est un peu grinçant. Et très vite, l'enquête sur l'adultère, elle passe un peu au second plan, on dirait. Chez UFA se met en tête de savoir ce qui est arrivé au vrai Didier Sotul. Et ça le mène vers Yvon Pompidou, un ancien pote de Didier au passé un peu louche. Exactement. L'intrigue change de direction. D'une histoire de coucherie potentielle, on passe à une disparition inquiétante, et puis à une confrontation avec des gens plus dangereux. Et c'est là qu'on voit apparaître des thèmes plus profonds, mais toujours traités avec ce mélange de légèreté et de gravité. La solitude, c'est un thème fort. Monsieur Sotul, bien sûr, mais Chufa aussi, même avec Jeff. L'idée que les apparences sont trompeuses, c'est partout. Chufa qui joue un rôle, l'affaire banale qui cache autre chose, les personnages. Il y a aussi des histoires de loyauté et de trahison qui se dessinent, entre Chufa et Jeff, ou dans le passé entre Didier, Pidou et les autres. Et puis, cette confrontation directe avec la vieillesse, la mort, à travers l'hospice. C'est vraiment la marque de fabrique de ce qu'on lit dans ces extraits. L'enquête avance, oui, mais c'est presque autant le cheminement intérieur et les remarques acides de Chufa qui nous tiennent en haleine. Bon, alors si on résume les points clés qu'on a sortis de cette exploration, d'abord ce personnage central, Chufa, narrateur agaçant et attachant à la fois, avec sa voix unique, son humour, ses contradictions. Ensuite, le duo avec Jeff, basé sur le contraste, une amitié improbable mais solide. Oui. On note aussi ce style très direct, très oral, bourré de jeux de mots, de références culturelles pointues, qui définissent bien le narrateur et le récit. L'univers est rempli de personnages secondaires, croqués avec un humour souvent vache, mais qui servent l'histoire. Et le cadre de l'hospice, traité avec ce mélange d'humour noir et de réalisme assez cru, c'est aussi un point fort. Et enfin, une intrigue qui commence de manière classique, une enquête privée, mais qui part dans une direction plus complexe, plus sombre, tout en gardant ce ton très particulier. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. Cette façon qu'a Chufa de nous parler directement, de nous tutoyer, de nous prendre à témoin, même de nous juger un peu toi tu lis, comment ça influence notre lecture? Est-ce que ça nous rend juste complices de son cynisme et de ses délires? Ou est-ce que cette familiarité un peu forcée ajoutée à son autocritique et à ses jugements très durs sur les autres, est-ce que ça nous pousse pas subtilement à nous méfier un peu de lui comme narrateur? Ce héros qui étale ses défauts tout en jugeant tout le monde. Jusqu'où on peut vraiment le croire? Voilà, c'est une question qui pourrait rester en tête après avoir lu ça.